Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes physiques d'analyse chimique. Alors dans ce chapitre, nous allons étudier 4 méthodes physiques pour analyser chimiquement des produits, c'est-à-dire réaliser des dosages, déterminer soit des concentrations, soit des quantités de matière. La première méthode qu'on va étudier, c'est l'analyse par mesure de conductance, ou ce qu'on appelle aussi la conductimétrie. Alors quel est le principe de base de cette méthode? Eh bien, tout simplement, on réalise la petite expérience suivante. Euh, on utilise un GBF, donc un générateur de basse fréquence. On alimente deux plaques qui vont baigner dans un bécher. Dans ce bécher, on met différentes solutions et on mesure l'intensité à l'aide de l'ampèremètre qui est placé en série et la tension, donc ici aux bornes du GBF placées en dérivation. Alors en fonction des différentes solutions que l'on verse, ces solutions on les dilue, hein, on rajoute de l'eau distillée. On étudie donc l'eau du robinet, de l'eau plus l'éthanol, de l'eau distillée tout simplement, et puis de l'eau plus du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel qui va se dissoudre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'intensité vaut 0,7 mA pour l'eau du robinet, 0 pour le mélange eau-éthanol, 0 pour l'eau distillée, et puis 3,7 pour le mélange d'eau salée. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien, on se rend compte qu'il y a des solutions qui sont conductrices, celles-là conduisent le courant électrique, alors que les deux autres, à savoir le mélange eau-éthanol et l'eau distillée, ne conduisent pas le courant électrique, puisqu'on n'a pas d'intensité. L'interprétation, eh bien, si on observe bien, l'eau du robinet, on le sait quand même depuis bien longtemps, l'eau du robinet, c'est un mélange donc de molécules d'eau H2O, mais également de différents ions, notamment ce qu'on appelle les sels minéraux. L'eau salée, c'est de l'eau et plus NaCl dissous. NaCl se dissout, vous le savez, en ces ions Na plus aqueux et Cl moins aqueux. Donc ce sont des solutions ioniques, des solutions qui contiennent des ions. Ces solutions qui contiennent des ions conduisent le courant électrique. En revanche, l'eau distillée, c'est de l'eau quasi pure, H2O, c'est bien une molécule, pas de conduction électrique. De même pour le mélange eau-éthanol, la formule de l'éthanol, c'est bien une molécule et ce n'est pas un ion. Donc là encore, on constate que quand on a une molécule, eh bien, pas de conduction électrique. Donc, conclusion très simple de cette petite expérience, pour être conductrice, une solution doit comporter des ions. Ensuite, comment on peut interpréter ça de façon un petit peu plus fine? Eh bien, il suffit de comprendre que les cations, c'est-à-dire les ions positifs, migrent vers l'électrode négative, et inversement, c'est-à-dire les anions qui sont négatifs migrent vers l'électrode positive. On peut le montrer hein, à l'aide de petites expériences de migration d'ions. Je conseillerais de voir la vidéo que je mets sur le site. Évidemment, si on met un générateur de basse fréquence alternatif, on constate une inversion, hein, c'est-à-dire les cations migrent tantôt vers l'électrode négative, et puis l'électrode négative devient la demi-période après positive, et ils vont donc migrer vers l'autre sens, et inversement, en continu. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cette petite expérience? C'est que pour qu'une solution conduise le courant électrique, il faut qu'elle contienne des ions. Sans ions, la solution est dite isolante. Dans une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution qui contient des ions, les anions et les cations dissous constituent les porteurs de charge mobile. C'est-à-dire que c'est vraiment ces ions qui vont assurer le passage du courant électrique dans les solutions. Contrairement aux métaux, où là ce sont les électrons libres qui constituent les porteurs de charge. Alors, qu'appelle-t-on la conductance d'une solution ionique? La conductance, c'est une grandeur, hein, c'est une grandeur physique, donc qu'on appellera G, et donc on appelle conductance de la portion de solution comprise entre deux électrodes d'un conductimètre l'inverse de la résistance électrique. Donc imaginons qu'on ait deux plaques tout simplement, une plaque qui est représentée ici en gris, que je colorie là en bleu, en face une autre plaque métallique, donc c'est tout simplement deux métaux, entre les deux baigne une solution, donc on a une solution avec des ions
important de ne pas oublier qu'il y a des ions, hein, qui circulent entre les deux, eh bien, cette solution, en partie, selon sa nature, va s'opposer au passage du courant électrique. C'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Eh bien, on appelle conductance grand G tout simplement l'inverse de la résistance. 1 sur la résistance. La résistance, elle s'exprime en ohms, qu'on note oméga majuscule. Eh bien, la conductance, son unité, c'est l'inverse de la résistance. Donc, on pourrait dire des ohms moins 1 ou ce qu'on appelle des Siemens. Donc les Siemens sont symbolisés par la lettre S majuscule. Voilà, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas directement la résistance? Parce que c'est finalement cette grandeur qui s'oppose au déplacement du courant électrique et physiquement c'est assez complexe, enfin c'est pas très complexe justement à comprendre. Eh bien on mesure la conductance parce qu'en fait elle est proportionnelle dans certains cas, elle est proportionnelle souvent on le note alpha pour abréger, la conductance est proportionnelle à la concentration. Et comme le but de nos techniques c'est de déterminer des concentrations, eh bien c'est bien d'avoir une grandeur qu'on peut mesurer qui soit proportionnelle à la concentration. Voilà. Alors, cette conductance, elle va dépendre de différents paramètres qu'on va un petit peu étudier. Alors, la loi d'Ohm nous rappelle que U égale RI, ça c'est la loi que vous avez vue dans les classes de collège, ce qui implique finalement que la résistance c'est U sur I. Mais la conductance c'est l'inverse de la résistance, donc G c'est 1 sur R par définition, c'est-à-dire I divisé par U. Donc si on connaît l'intensité et on connaît la tension, on peut en tout point mesurer la conductance. Expérimentalement, on peut aller un peu plus loin sur cette valeur. On peut se rendre compte que cette fameuse conductance, elle est proportionnelle à la surface entre les plaques. Donc la surface entre les plaques, si on prend deux plaques, ce qu'on appelle la surface des électrodes. Donc si cette surface-là, elle est grande ou elle est petite, forcément, la résistance, c'est-à-dire la portion entre les solutions ne sera pas les mêmes. D'accord? Donc, cette conductance, elle est directement proportionnelle à la surface des électrodes, mais également à la distance entre les plaques. On comprend assez qu'on appelle L, la distance qui sépare les deux plaques. Donc là encore, G est inversement proportionnel à la distance entre les plaques. Donc finalement, eh bien, la conductance, on s'est rendu compte qu'elle est proportionnelle au rapport de la surface des plaques divisée par la longueur qui sépare les deux plaques. Comme c'est quelque chose de proportionnel, c'est une équation du type y égale ax, avec a qui est la conductance, et puis finalement x qui est la surface divisée par la longueur entre les plaques. Le coefficient de proportionnalité, on ne l'appelle pas a, mais on l'appelle sigma. Cette lettre-là, elle se lit sigma minuscule. Et c'est ce qu'on appelle la conductivité de la solution. Et elle s'exprime en Siemens par mètre. On constate expérimentalement donc que cette conductance G, elle augmente avec la température. Donc ça veut dire que plus la température est élevée, plus G sera élevé, ainsi qu'avec la concentration en soluté, c'est-à-dire en ions dissous, apporté par la solution. Elle dépend de l'état de surface des électrodes. Est-ce que les électrodes sont bien propres? Est-ce qu'elles sont bien lisses? Donc là encore, ça va avoir une influence sur la conductance et donc la conductivité de la solution. Comment est-ce qu'on peut maintenant interpréter ça d'un point de vue microscopique? Alors, je vais juste descendre un petit peu. Voilà. Donc la circulation du courant électrique dans une solution, on a dit qu'elle était assurée par les fameux anions et les cations, qui se déplacent toujours, d'accord, au pôle opposé de leur charge, en fonction du générateur. Quand la tension est sinusoïdale, c'est-à-dire quand on prend un GBF,
pendant une demi-période, donc l'ion va va vers la borne qui est opposée à sa charge, et la demi-période suivante, c'est exactement l'inverse. La géométrie de la cellule est très importante. Donc on a dit l'état de surface des plaques, si elles sont propres ou lisses, est fondamental, mais surtout leur surface. Pourquoi? Parce que plus le nombre d'ions soumis justement à cette force est grand, plus la conductivité elle va augmenter. Donc finalement, ces ions-là vont véhiculer plus de courant. L'agitation thermique est aussi importante. Qu'est-ce qu'on appelle l'agitation thermique? Si les molécules vibrent, ou les ions plutôt ici, si les ions vibrent beaucoup sur eux-mêmes, en fait c'est la température. Là encore, plus l'agitation thermique est importante, plus la température est importante, et plus la conduction électrique va dépendre finalement de la vitesse du déplacement de ces ions, ces porteurs de charge, et ça va augmenter forcément avec la température, puisque c'est l'agitation thermique. Donc, plus la température est élevée, plus la conduction électrique va être une fonction croissante, et donc finalement, plus la conductance va être élevée. Alors avec quoi on mesure tout ça? On mesure d'un point de vue expérimental la conductivité à l'aide justement d'un appareil qui s'appelle le conductimètre. Alors de quoi est constitué le conductimètre? Eh bien, il est constitué, en fait, c'est un ohmmètre, mais alimenté en courant alternatif. Alors pourquoi est-ce qu'on l'alimente en alternatif et pas en continu? En fait, vous vous rendrez compte, plutôt en fin d'année, on fera un chapitre précis là-dessus, que si on met du courant continu aux deux électrodes, c'est-à-dire aux plaques, qui constituent vraiment la cellule conductimétrique, elle est faite de deux plaques métalliques, qui sont représentées ici, une en noir et en face la plaque que je colorie en bleu. Entre les deux va passer la solution, et si on alimentait ça en continu, on aurait des réactions aux électrodes, des réactions chimiques qu'on appelle une électrolyse. Et on veut éviter ces réactions entre guillemets parasites, pour simplement mesurer la conductance, donc finalement l'inverse de la résistance électrique. Pour éviter ça, on fait du courant alternatif. Donc le principe, de façon simplifiée, bon là je l'ai un peu détaillé avec un pont diviseur, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le conductimètre va nous permettre tout simplement de mesurer la conductivité, c'est-à-dire sigma, qui est donc une valeur qui est proportionnelle à l'inverse de la résistance électrique. Alors le conductimètre, tout comme le pH mètre, ça c'est important, il doit être étalonné avant d'être utilisé pour effectuer des mesures. Ça c'est très important. Toujours l'étalonner, surtout si on veut des mesures absolues, c'est-à-dire on a vraiment besoin de connaître précisément la conductivité ou la conductance d'une solution. Toutefois, j'étais un peu rapide là, petit bug avec la souris. Donc toutefois cet étalonnage n'est pas forcément nécessaire. Lorsqu'on cherche à réaliser des mesures absolues, on a besoin de cet étalonnage. Et cet étalonnage, en fait, en quoi consiste-t-il? Il consiste à ramener ce qu'on appelle la constante de cellule à 1 en réglant l'électronique de l'appareil. Donc on utilise une solution étalon qui est adaptée au calibre sélectionné, puisque vous verrez en TP qu'il y a différents calibres à utiliser, un peu comme dans un ohmmètre, tout simplement, pour mesurer la résistance ou l'inverse de la résistance des portions de solution. Si on étudie précisément la conductivité, donc on a dit c'est sigma, c'est G fois L sur S, L étant la distance entre les plaques, S étant la surface entre les plaques, et bien finalement ce L sur S, pour un conductimètre donné, c'est une grandeur constante, puisque la distance entre les plaques, c'est toujours la même, souvent c'est à peu près 1 cm selon les conductimètres, ça peut être moins. Et si on arrive, donc on arrive à montrer que finalement L sur S, c'est la surface des plaques, là encore pendant une expérience on ne va pas la modifier, donc L sur S, c'est une grandeur qui est constante. Et on l'appelle donc la constante de cellule, donc la conductivité, elle est directement proportionnelle à la conductance. Donc finalement, si on mesure sigma, on mesure G,
à une constante près, et celle-là, on l'appelle la constante de cellule. Et étalonner le conductimètre, ça revient à prendre cette constante de cellule égale à 1. Bien évidemment, la conductivité est caractéristique de la solution. Ça veut dire que la conductivité, par exemple, d'une solution de permanganate de potassium sera différente de celle d'une solution de sulfate de cuivre. Cette conductivité ne dépend pas des grandeurs géométriques de la cellule du conductimètre. Si on a par contre des solutions électriques diluées, donc diluées ça veut dire inférieur à 10-2 mol par litre, qui ne contient qu'un seul type d'anion et de cation, alors donc on peut dire que cette conductance est proportionnelle à la concentration. Et c'est souvent dans ce cas de figure qu'on va se placer. Donc on peut dire que sigma, c'est finalement une constante de proportionnalité qu'on note lambda majuscule, alors ça c'est le lambda majuscule, fois la concentration. Et rappelez-vous que le but de nos méthodes, c'est de déterminer les concentrations. Donc si on arrive à trouver un appareil qui nous mesure sigma, c'est-à-dire la conductivité, eh ben, elle peut être proportionnelle dans le cas des solutions diluées à la concentration. Donc finalement, si on trouve la constante de proportionnalité, on a la concentration. Il faut savoir que la conductivité, c'est une grandeur additive. Donc ça veut dire que la conductivité de la solution, c'est la somme de la conductivité de chacun des ions. Si on a 4-5 ions, on fait la conductivité des 4-5 ions. Alors attention, là il faut toujours faire attention, il faut recenser tous les ions qui sont compris dans les solutions, y compris si on a des réactions chimiques, les ions spectateurs. Il faut toujours tenir compte de toutes les conductivités de tous les ions, que ce soit des ions qui vont réagir si on fait une réaction chimique ou des ions qui ne réagissent pas. On en arrive donc à une loi célèbre, loi qu'il faudra bien évidemment apprendre par cœur. C'est la loi de Colroche, donc du nom évidemment de celui qui l'a découverte. Et cette loi, en fait, elle nous donne l'expression mathématique de la conductivité d'une solution. Alors, une solution qui dépend évidemment de la nature des ions qu'on étudie, également de la température, on a toujours cette influence de la température, et donc qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit que la conductivité, sigma d'une solution, c'est la somme des lambda I fois les concentrations de chaque ion. Alors qu'est-ce que c'est que les lambda I? Ce sont ce qu'on appelle les conductivités molaires ioniques d'un ion, qui s'expriment en Siemens mètre carré par mol. Et ce qui est mis entre crochets, rappelez-vous, ce sont les concentrations des ions. Alors, un petit exemple est un peu plus parlant. Par exemple, quelle est la conductivité d'une solution aqueuse où l'on a dissous du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel, et du chlorure de potassium dans de l'eau, puisque c'est solution aqueuse. Alors la méthode, elle est simple, on recense les ions. Qu'est-ce qu'on a comme ions? On a des ions Na+, des ions K+, des ions Cl-, des ions H3O+, et des ions HO-, puisque souvenez-vous, l'eau est toujours en équilibre avec les ions oxonium et les ions hydroxyde. Donc la conductivité de toute la solution, ce sera le lambda de Na+, fois la concentration des Na+, plus, puisqu'on a dit c'est additif, le lambda des K+, fois la concentration des ions K+, plus le lambda des Cl-, fois la concentration des Cl-, plus le lambda des H3O+, fois la concentration des H3O+, plus le lambda des HO-, fois la concentration des HO-. C'est une grandeur additive, on additionne toutes les conductivités, mais attention, cette relation-là, donc ce qu'on appelle la loi de Colroche, n'est valable que pour des solutions diluées, si on est inférieur à 10 puissance moins 2. Sinon, cette relation n'est pas valable, il faut utiliser d'autres relations, qui ne sont pas au programme de terminale. Donc on tient compte de tous les ions, c'est ça qui est important, et il faut faire attention aux unités, notamment l'unité de sigma, qui est en Siemens par mètre, et lambda, donc, qui est en Siemens mètre carré mol moins 1. Ça nous impose qu'on doit exprimer les concentrations en mol par mètre cube, et non pas en mol par litre. Donc souvent dans les énoncés, les concentrations sont en mol par litre, il faudra donc faire des petites conversions. Je rappelle que 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ou bien 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc sachant ça, il n'est pas trop difficile de faire les petites conversions de base. Alors ces fameux lambda,
sont ce qu'on appelle donc les conductivités molaires ioniques à de faibles concentrations, c'est-à-dire à des solutions diluées. Elles sont notées lambda 0I, I étant le nom de l'ion qu'on va étudier. C'est ce qu'on appelle la conductivité molaire limite. Elles dépendent de la température et les valeurs vous seront toujours données. Donc j'ai mis un petit tableau ici, qui n'est pas complet, hein. Vous pourrez trouver dans divers livres ou dans les énoncés ou dans les sujets les valeurs. Donc par exemple, pour l'ion H+, elle vaut 35 fois 10-3 Siemens m2 par mol à 25 degrés. Pour H-, elle vaut 20 fois 10-3, etc., etc. On peut un petit peu observer ces conductivités molaires ioniques, qui finalement traduisent la capacité qu'a l'ion à bien conduire le courant électrique. On remarque quand même que pour les H- notamment, et puis les H3O+, donc les H3O+, bon, c'est les H+ à queue, hein, souvenez-vous, H++ H2O, ça se transforme en H3O+, les conductivités molaires ioniques limites sont très élevées. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable un petit peu d'expliquer. Ça s'explique par la superposition du mouvement propre des ions et d'un transfert de charge par l'intermédiaire d'un proton. Si vous regardez donc par exemple ici, vous voyez que le doublet de H2O, puisque je rappelle on est en solution aqueuse, hein, donc il y a toujours de l'eau, un des doublets non liants de, pardon, de H2O, ici avec H3O+, a créé une liaison hydrogène, puisque je rappelle que l'oxygène étant très électronégatif, il porte une charge partielle delta-. Ici, le H est plutôt positif, donc il y a une liaison hydrogène, et on a comme ça une délocalisation des électrons qui peuvent de proche en proche former finalement des molécules qui sont liées comme ça par liaison hydrogène. D'accord? Et donc ça confère finalement un grand déplacement, un grand déplacement du courant électrique. Donc les liaisons hydrogènes, elles deviennent des liaisons covalentes et inversement, c'est-à-dire qu'on a ici, vous voyez, la formation d'une liaison covalente là, qui est la mise en commun de deux électrons périphériques, et ici une nouvelle liaison hydrogène qui s'est formée, puisque les électrons se sont rabattus du côté de l'oxygène. Pareil pour H-. Donc ça explique le fait qu'on ait ces mouvements finalement d'électrons, donc au sein des ions hydroxyde et des ions oxonium, qui explique cette grande conductivité par rapport aux autres, qui est beaucoup plus faible. Vous voyez là on est à 35, 20, et puis là 7,5 ou 5 simplement pour Na+. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces propriétés conductrices des solutions? Et bien grâce à ça, on peut notamment effectuer des dosages par étalonnage. Alors rappelons, vous en avez déjà fait en première et même en seconde, rappelons le principe des dosages par étalonnage. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un étalon? Un étalon, c'est une référence. Ce sont des substances, notamment ici, dont on va connaître précisément, parce qu'on les aura préparées, les concentrations. On connaîtra tous les paramètres de ces solutions. Et à partir de substances connues, dont on connaît précisément les concentrations, on va essayer de trouver une loi phénoménologique, donc une loi qui suit un phénomène, d'établir cette loi, et ensuite d'utiliser une substance inconnue, dont on ne connaît pas la concentration, et mesurer une grandeur afin de déterminer, grâce à la loi phénoménologique qu'on aura trouvée, quelle est la grandeur recherchée, et notamment d'en déduire la concentration. Alors, le principe, donc, pour chaque solution, on mesure la grandeur physique étudiée. Ici, par exemple, ce sera la conductivité, ou bien l'absorbance, si on travaille avec un spectrophotomètre. Ensuite, on reporte les mesures sur un graphique. Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez donc là, 4 ou 5 solutions, donc la solution 1, 2, 3, 4 et 5, dont vous connaissez précisément les concentrations. Vous mesurez grâce au conductimètre la conductivité, donc la conductivité du premier, vous placez le point, conductivité du deuxième, etc. etc. Il se trouve que, d'un point de vue phénoménologique, ici on obtient une droite que l'on peut mesurer, et qu'est-ce qu'il nous reste ensuite à faire? Mesurer avec le conductimètre la concentration inconnue, qui est par exemple ici. On mesure
pardon, j'ai dit la concentration, on mesure, pardon, la conductivité de la solution inconnue. On mesure la conductivité de la solution inconnue et ensuite on suit la loi phénoménologique, c'est-à-dire on a juste à reporter sur la courbe tracée la valeur de la conductivité et on peut en déduire la concentration inconnue de la substance inconnue. C'est exactement le même principe que l'on verra juste après pour l'absorbance et donc la spectrophotométrie. Quel est l'avantage de ces techniques de dosage par étalonnage? C'est que ce sont des techniques non destructives. L'échantillon que vous utilisez, vous le faites réagir avec rien. Vous ne faites pas de réaction chimique, donc on peut le conserver. L'autre avantage, c'est qu'il utilise un volume très modéré de solution. Il n'y a pas besoin d'en avoir des litres et des litres. Un petit échantillon suffit pour arriver au but. Donc par exemple, quand on fait un dosage conductimétrique par étalonnage, on utilise la fameuse loi dite de Colroche qu'on vient de voir. Donc sigma égale les lambda I, la somme des lambda I, fois la concentration des ions. Comme dit, donc si vous regardez le TP qu'on va étudier sur le sérum physiologique, on mesure à chaque fois pour différentes solutions. Désolé, j'ai pas lancé le curseur. Donc pour différentes solutions, on mesure les différentes concentrations. On constate que c'est linéaire, donc on a bien un sigma qui est proportionnel aux différentes concentrations. Ensuite, on mesure la concentration du sérum physiologique grâce à une mesure de conductimétrie. Donc on mesure la conductivité du sérum physiologique, ça nous donne une valeur qui est là, par exemple. On reporte ça sur la courbe et il ne nous reste plus ici qu'à lire la valeur de la concentration molaire du sérum physiologique. Et comme ça, on arrive à remonter à la concentration. On utilise exactement la même approche pour un dosage spectrophotométrique. Donc, je rappelle ce qu'est un dosage spectrophotométrique. Donc ça, je vous invite évidemment à revoir le cours de première spécialité, si vous avez un peu oublié. Mais le principe, il est là. Donc, on va mesurer l'absorbance d'une solution. Qu'est-ce que c'est que l'absorbance d'une solution? On envoie de la lumière dans ce qu'on appelle une cuve qui contient une solution. Alors souvent, c'est des solutions quand même colorées. Et donc, ces solutions colorées absorbent une partie de la lumière incidente et ressort une lumière donc qui a une intensité différente. Voilà l'intensité I et l'intensité initiale, c'est l'intensité I0. L'absorbance, en fait, c'est une grandeur finalement qui tient compte de ces deux valeurs. En réalité, c'est le log de I0 sur I. Et on a directement un nombre sans unité. Donc c'est l'absorbance de la solution. De quoi elle va dépendre? De l'épaisseur ici finalement de la solution, en réalité de la longueur du chemin optique, la longueur traversée par la lumière. Ça va dépendre de la substance, qui dépend de la longueur d'onde aussi, et puis bien évidemment de la concentration. La loi de Beer-Lambert, là encore, nous montre que l'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration. Et ce coefficient de proportionnalité, qu'on appelle K, d'accord, en réalité, il vaut epsilon fois L, L étant la distance parcourue par la lumière au sein de la solution, et epsilon, le fameux coefficient d'extinction molaire, qui dépend de la longueur d'onde, c'est-à-dire notamment donc de la lumière incidente que l'on envoie. Alors, comment est-ce qu'on va finalement utiliser tout ça pour faire un dosage? Alors, on va descendre un peu. Premièrement, quand vous voulez faire un dosage, la première chose à faire, c'est de choisir la longueur de travail. Longueur d'onde de travail, pardon. La longueur d'onde de travail, souvenez-vous, ce qu'on réalise lorsqu'on a une solution colorée, c'est d'abord l'absorbance en fonction des différentes longueurs d'onde. Par exemple, si on a le permanganate de potassium, je vous rappelle, c'est une solution qui est rose, on va avoir cette couleur-là. Là, ça va nous donner une absorbance dont le spectre, ici, est autour des 530 nanomètres. On est autour des 530. 530 nanomètres, ça correspond à du vert. Ça veut dire que si vous envoyez de la lumière incidente
sur une solution de permanganate. Permanganate, c'est les ions amino4-, qui sont roses. Donc si vous envoyez de la lumière incidente là-dessus, la lumière blanche, vous vous souvenez, on peut la résumer rapidement en RVB, hein, rouge, vert, bleu. Je vous engage à revoir le cours de première. Ça veut dire que cette solution-là, finalement, ne va laisser ressortir que le rouge et le bleu. On voit d'après le graphique qui est là que tout ce qui est dans les longueurs d'onde vertes a été absorbé. Donc finalement, la solution, elle ne laisse passer que le rouge et le bleu. Le rouge et le bleu, ça fait du magenta. Bon, ici, ça fait quelque chose plutôt de rose fuchsia. D'accord? Donc ça, c'est ce qui explique la couleur de la solution. Pourquoi est-ce qu'on va se placer justement à 130? Donc votre appareil, ici, il va falloir le régler à 530 nanomètres. Pourquoi? Parce que c'est là où on aura le maximum de précision et donc finalement une loi où l'absorbance en fonction de la concentration sera certes linéaire, mais ce sera surtout une droite avec une pente assez raide et donc on aura une meilleure précision sur les concentrations trouvées. Donc toujours se placer au maximum, d'accord, à la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorption. Ça c'est vraiment très important. On se place au lambda qui correspond au maximum de l'absorption. Ensuite, on construit la courbe d'étalonnage, donc on réalise souvent une échelle de teinte, des solutions dont on connaît précisément les concentrations. On mesure les absorbances à l'aide du spectrophotomètre, où on aura d'abord fait le blanc. Alors faire le blanc, ça consiste à choisir le solvant, c'est presque toujours l'eau. L'eau, on le met dans le spectrophotomètre, on appuie sur 0, et ainsi on déplace finalement, on dit artificiellement que l'eau n'a pas d'absorbance, ce qui nous permettra de mesurer directement l'absorbance des espèces colorées. Donc on fait le blanc, on mesure les différentes absorbances des solutions dont on connaît les concentrations. Donc on a une loi phénoménologique, ça nous donne une loi linéaire, et là encore, ensuite on utilise l'absorbance, on mesure l'absorbance d'une solution inconnue, et on reporte cette loi sur la courbe, et ça nous permet de directement déterminer sa concentration inconnue. Donc vraiment le même principe que pour la conductimétrie, sauf que là la grandeur mesurée, c'est l'absorbance. Ça reste vraiment le même principe. En résumé, finalement, conductimétrie et spectrophotométrie, ça se comporte un peu pareil. Quel est le phénomène physique mis en jeu? Dans le cas de la conductimétrie, c'est la conduction du courant. Dans le cas de la spectrophotométrie, c'est l'absorption de la lumière. Les deux relations, c'est la loi de Colin-Roche et la loi de Beer-Lambert, à savoir que la conductivité, c'est la somme des lambda fois les concentrations. La grandeur physique qu'on mesure, c'est la conductivité. La grandeur molaire associée, c'est les lambda qui sont toujours donnés dans l'énoncé. Hein. Vous n'avez pas à les inventer, c'est pas possible. Ça a été mesuré expérimentalement. Et pour la spectrophotométrie, la mesure, donc c'est la loi de Beer-Lambert, la grandeur mesurée, c'est l'absorbance, qui est proportionnelle à la concentration. Et le fameux coefficient de proportionnalité, c'est epsilon fois L, epsilon, coefficient d'extinction molaire, et L, longueur du trajet optique. Et là, vous avez les unités. Autre méthode physique, c'est l'analyse par spectroscopie infrarouge. Donc ça nous permet de déterminer quel type de molécules on peut avoir dans un échantillon. Donc cette méthode-là, elle a été étudiée en première spécialité. Je peux vous inviter à revoir le cours de première spécialité avant d'avoir ce petit rappel de cours. Alors quel est le principe général? Pour identifier des molécules organiques, je rappelle que les molécules organiques, c'est essentiellement des molécules composées de carbone et d'hydrogène. Hein. On peut utiliser donc cette spectroscopie infrarouge. Donc on a une machine qui va illuminer les molécules avec une lumière dont la longueur d'onde se situe dans le domaine des infrarouges, c'est-à-dire tout ce qui est entre 750 nanomètres à 0,1 mm, et on mesure l'absorption de cette lumière par les molécules. Ces molécules vont absorber donc les ondes électromagnétiques transmises par les infrarouges et se mettre à vibrer de différentes façons, comme si les molécules étaient un ressort. Donc finalement, on peut modéliser une liaison covalente, qui est la mise en commun de deux électrons, par un petit ressort, qui est symbolisé ici dans le schéma.
En mesurant le spectre d'absorption donc infrarouge de ces substances, on va avoir des informations sur le type de liaison, puisqu'on peut relier en fait la fréquence de vibration, qui dépend de la raideur des ressorts, et des masses des différents atomes, et donc finalement avoir la présence ou l'absence de certains groupes fonctionnels. Je rappelle que les groupes fonctionnels, ce sont les groupes de chimie organique, comme par exemple un groupement hydroxyde OH ou bien un groupement carboxyle C double liaison O. Donc il faut évidemment réviser tous ces groupes qui ont été vus en première. Alors quels sont en gros les types de vibrations que l'on peut rencontrer? Donc il peut y avoir des vibrations comme ça, par élongation des deux côtés. Il peut y avoir une compression dans un sens et une élongation dans un autre. Par exemple, si c'était la molécule d'H2O. Il peut y avoir des déformations, c'est-à-dire que les deux atomes là vont un peu taper l'un à l'autre, ou carrément des rotations. Donc là, vous avez la machine qui permet de faire une spectroscopie infrarouge. C'est des machines qu'on trouve vraiment en laboratoire. Donc comment est-ce qu'on fait vraiment donc en pratique? On envoie une onde électromagnétique, donc des infrarouges, à travers un échantillon, toujours une cuve qui comporte l'échantillon analysé. Si cette onde a une fréquence qui correspond à un mode de vibration possible, alors elle est absorbée et la molécule se met à vibrer. On mesure alors ce qu'on appelle la transmittance. La transmittance, c'est I divisé par I0, qu'on peut mettre en pourcentage. I, c'est l'intensité lumineuse qui ressort, divisé par celle d'entrée. Si on a une transmittance de 100%, ça veut dire que l'onde n'a pas été absorbée du tout. 0%, au contraire, ça signifie une absorption totale. Tout a été absorbé par la solution. Et donc de ce fait, les spectres qu'on va observer possèdent des bandes d'absorption orientées vers le bas. Un spectre infrarouge représente la transmission en fonction de ce qu'on appelle le nombre d'ondes sigma. Alors attention là, gros piège, ne pas confondre sigma conductivité et sigma nombre d'ondes. Ça n'a rien à voir. Le nombre d'ondes, c'est tout simplement 1 divisé par la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance que parcourt l'onde pendant une période. Souvenez-vous. Mais sigma là, ça n'a rien à voir avec la conductivité. Donc l'unité utilisée dans les infrarouges pour le nombre d'ondes, c'est le centimètre moins 1. C'est pas l'unité du système international, c'est l'unité, on va dire, pratique. En système international, c'est mètre moins 1. Alors, voyons voir quelques exemples. Qu'est-ce qu'on obtient comme type de spectre? Voilà le type de spectre qu'on peut observer. Qu'est-ce qu'on constate? D'abord, en ordonnée, on a la fameuse transmittance. En abscisse, on a le nombre d'ondes. Attention, il est orienté vers la droite. C'est-à-dire qu'il est croissant vers la droite. On a deux zones qui sont importantes. Ce qu'on appelle la zone de bande caractéristique de certaines liaisons, qui sont facilement exploitables à l'aide de tables de données. C'est là-dedans qu'on va travailler. Et puis, on a une zone ici qu'on appelle la zone d'empreinte digitale. Elle est difficilement exploitable, ou alors en comparaison avec un spectre de référence. C'est-à-dire que là, si on veut savoir qu'une molécule est de l'éthanol, si on regarde dans cette zone-là, ça va être très très fin, les pics vont vraiment se ressembler beaucoup entre différentes molécules. Il faut vraiment calquer le spectre d'une molécule d'éthanol de référence avec le spectre de votre solution inconnue pour être sûr que ce soit bien la même. Donc là, c'est de l'analyse très fine. On n'aura pas tellement à travailler dans cette zone. Nous, on va travailler dans la zone verte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone de bande caractéristique qui va nous dire, bah oui, là j'ai plutôt un alcool ou j'ai plutôt un acide carboxylique. Donc nous, c'est la zone comprise entre 4000 cm-1 et 1500 cm-1 qui va nous permettre de repérer des groupes fonctionnels par comparaison avec un tableau de référence. Donc plus une liaison est forte, plus le nombre sigma va être élevé, le nombre d'ondes va être élevé. Donc on a ce qu'on appelle des tableaux de référence. Là on a un tableau de référence, donc qui n'est pas à connaître par cœur, qui sera toujours fourni, bien évidemment. Et ce tableau de référence, il nous dit, si on a une liaison OH libre, alors on doit avoir un nombre d'ondes, on doit regarder dans les nombres d'ondes entre 3590 et 3650, et là on doit trouver une bande forte et fine. Si par contre c'est une liaison C double liaison O,
on doit la trouver entre 1625 et 1820 cm-1, et ça doit être une bande forte et de largeur moyenne. Alors pour comprendre véritablement ça, il faut étudier un exemple. Alors étudions un exemple qui est là. Donc, il est intéressant d'avoir le tableau de référence sous les yeux. Par exemple, l'acide butanoïque. L'acide butanoïque, je vous ai mis la formule ici de cet acide. Butane, ça veut dire qu'il a 1, 2, 3, 4 carbones. Méthane, éthane, propane, butane. Et OX, c'est un acide carboxylique, donc une molécule du style RC, double liaison O et OH, comme on le voit ici. Alors, on va essayer d'expliquer ce spectre. Qu'est-ce qu'on constate? On constate dans ce spectre, donc notamment dans la partie ici, qui est supérieure à 1500, 1000, un petit peu avant, hein. Donc vraiment cette zone qui nous intéresse, la zone dite de gauche du spectre, on constate qu'il y a des bandes ici qui sont intéressantes. Notamment, on voit qu'il y a cette grosse bande là qui a été entourée en bleu. Cette grosse bande entourée en bleu, on voit qu'elle est autour de 3000 cm-1, autour de là. Une grosse bande autour de 3000 cm-1, eh bien, il suffit qu'on regarde un peu où est-ce qu'on est autour de 3000. Autour de 3000, on est ici, avec une bande forte et large. Forte et large, autour de 3000, ça veut dire qu'on a une liaison OH dans un acide carboxylique. Donc on peut d'ores et déjà supposer que la molécule, qui a priori n'est pas connue, est un acide carboxylique. Ça correspond à cette liaison OH que j'ai entourée en bleu. Après, on peut remarquer qu'on a à 1720, vers 1700 là, une bande ici. Donc cette bande, c'est une liaison qui est forte et de largeur moyenne. Donc c'est la liaison, pardon, je vais la mettre en rouge. C'est la liaison qui est ici, la liaison C double liaison O des acides carboxyliques. On est bien compris, entre 1660 et 1740, nous on a 1720 à peu près, donc on a une bande forte, hein, relativement forte. Elle est pas très, elle est assez prononcée, hein. Donc c'est celle-là qui nous confirme encore qu'on a un acide carboxylique. Ça correspond au C double liaison O. Et ensuite, donc ce que j'ai mis en vert, alors on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, hein, bien évidemment. On a une liaison autour de 1300, là, 1300 cm-1. Cette liaison autour de 1300 cm-1, donc pareil, hein, il faut simplement chercher dans le tableau, elle correspond à une liaison simple CO. Une liaison simple CO, qui est assez importante quand même, donc c'est plutôt une bande forte, elle n'est pas toute petite, hein, comme celle-là par exemple, elle est assez forte. On est ici dans la liaison CO des acides carboxyliques. Donc on est à 1300, on est entre 1200 et 1320. Donc là, on voit, d'après ce spectre, que finalement, toutes les caractéristiques de ces liaisons-là, donc de la fonction acide carboxylique, hein, le C, double liaison O et OH, sont visibles sur le spectre. Donc ça peut vouloir dire que cette molécule peut correspondre à l'acide butanoïque. Voilà ce qu'on peut interpréter au vu de ce spectre, hein, à la vue de ce spectre. Alors, donc ça nous permet vraiment de vérifier. Ça ne nous permet pas de dire que c'est l'acide butanoïque, hein, à 100%. Pour être sûr que c'est vraiment l'acide butanoïque et pas un autre acide carboxylique, là il faut comparer avec un spectre de référence, la fameuse zone d'empreinte digitale. Ça c'est pas du tout au programme, c'est de l'analyse fine, hein. Il faut vraiment que le spectre il colle tout pile avec des références. Alors on a une petite méthode, hein, à appliquer pour identifier les groupes. Ce qu'on regarde en général, on le fait dans cet ordre, ça permet d'aller assez vite. On regarde s'il y a une bande étroite d'intensité entre 1700 et 1740 cm-1. Si la réponse est oui, ça veut dire qu'on a une liaison C double liaison O. Sinon, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ensuite, on regarde la bande d'intensité moyenne entre 2500 et 3500 cm-1. S'il y en a une,
eh ben, on sait forcément que c'était un acide carboxylique. S'il n'y en a pas, on a le choix encore entre un aldéhyde ou une cétone. Il faut regarder si on a une bande entre 1700 et 1720 pour la cétone, ou bien entre 1720 et 1740 pour l'aldéhyde. Et ainsi de suite, on suit le diagramme. Hein. Si par exemple vous n'aviez pas de bande large d'intensité moyenne à forte, là on ne sait pas ce que c'est, puisqu'ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison OH. Si au contraire il y en a une, ça peut être un alcool. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment un procédé de dichotomie. On fait en fonction de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et on arrive à remonter finalement à la famille. Hein. À la famille, est-ce que c'est une cétone, est-ce que c'est un acide carboxylique, est-ce que c'est un alcool. Ça permet d'expliquer au moins finalement le groupe dans lequel appartient la molécule étudiée. Alors un petit cas particulier sur la liaison OH. Alors, ici, deux molécules, l'éthanol gazeux ou bien des solutions très diluées, et là, l'éthanol liquide ou bien les phases condensées. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une phase condensée. Une phase condensée, c'est soit un solide, soit un liquide, mais certainement pas un gaz. Donc on a ce type de spectre. Alors, c'est toujours de l'éthanol, vous allez me dire, hein, un coup gazeux, un coup solide ou liquide, ou bien des solutions très diluées. On voit que les pics, vous voyez, l'allure des pics n'est pas du tout les mêmes. Il y a le carbone tétraédrique de l'alcool. Donc je rappelle, un carbone tétraédrique, c'est qu'il est lié à 4 ramifications, hein. Enfin 4 atomes. Et puis, on voit par contre qu'ici, il y a une grosse bande supplémentaire entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même spectre. On va essayer un petit peu de comprendre tout ça. Alors je descends un peu, hop hop hop. Donc ci-dessus, on a le spectre infrarouge de l'éthanol à l'état gazeux et à l'état liquide, comme je disais. À l'état gazeux, la liaison OH donne une bande d'absorption fine et forte vers 3620. En fait, à l'état gazeux, souvenez-vous, les molécules sont très éloignées des unes des autres. Donc on n'a pas de possibilité d'avoir des liaisons hydrogènes entre les molécules d'éthanol. Donc la liaison OH n'est pas affaiblie, elle est libre, et il en est de même lorsqu'on est dans des solutions très diluées, dans un solvant qui ne peut pas évidemment établir de liaison hydrogène. A contrario, lorsqu'on est à l'état liquide, il y a des liaisons hydrogènes entre les molécules d'alcool. Je vous rappelle que les liaisons hydrogènes, elles sont symbolisées ici en pointillés. Là, vous avez une molécule d'éthanol, une autre molécule d'éthanol, mais du fait que l'électronégativité de l'oxygène est grande devant l'électronégativité de l'hydrogène, ici, il y a deux doublets non liants. L'oxygène est très électronégatif et celui-là, pareil, hein, il est plutôt électropositif. Résultat, il y a une liaison hydrogène qui se forme. On dit que la liaison OH, ici, elle est associée, ou on dit qu'elle est liée, parce qu'il y a cette liaison hydrogène. Résultat, ça change l'allure du spectre qu'on peut obtenir en infrarouge. De la même façon, donc c'est pour ça que c'est ce qui explique qu'on a un spectre différent. On a un spectre différent, comme on le voyait ici dans le cours, entre cette zone-là et cette zone-là, ici, où on a des liaisons hydrogènes. C'est ça qui permet d'interpréter qu'on est plutôt dans un état ou dans un autre. Pour les acides carboxyliques, là encore, en solution plutôt concentrée, là, on a un déplacement de la bande OH qui est dû aux liaisons hydrogènes, qui est si important qu'on a carrément un chevauchement ici des bandes d'absorption des liaisons OH et CH. Donc c'est un spectre très caractéristique. Quand on voit qu'il y a cette grosse zone, ces grosses bandes là, on peut supposer assez rapidement qu'on a un acide carboxylique. Dernière technique à étudier, c'est l'analyse par mesure de pression. Des fois, il suffit de mesurer la pression des solutions. Alors là, c'est pour les gaz. Quand on étudie un gaz, on étudie sa pression avec un pressiomètre.
Donc c'est un appareil qui nous donne la pression. Et on étudie, donc là alors, on considère que les gaz, souvent, sont ce qu'on appelle des gaz parfaits. C'est un modèle qui permet de décrire le comportement d'un gaz de manière simplifiée. Et ce modèle il repose sur deux hypothèses simples. On imagine que les molécules sont des points et que toutes les interactions entre les molécules de gaz sont négligeables. Donc c'est-à-dire que si on prend, je sais pas, si on prend de l'hélium, une molécule d'hélium n'agit pas sur une autre molécule d'hélium qui se trouve à côté. Et là, ce modèle il est valable pour des gaz vraiment à faible pression et des températures qui sont loin de la température d'ébullition du gaz. Et là, on a une équation qui s'appelle l'équation des gaz parfaits, qui là, pour le coup, il faut l'apprendre par cœur. Alors, elle est assez simple, c'est PV égale nRT, pression fois volume égale quantité de matière fois constante des gaz parfaits fois température. Alors, attention à la température, il faut que l'unité soit prise en Kelvin, et donc la température doit être en Kelvin. Donc je rappelle que pour convertir une température en degrés Celsius en Kelvin, on prend la température en degrés Celsius et on rajoute 273. Par exemple, on peut donner un petit exemple. Si vous voulez convertir 23 degrés en Kelvin, donc la température en Kelvin de 23 degrés, c'est tout simplement 23 plus 273, tout simplement. Donc la température doit être en Kelvin. N, c'est la quantité de matière, c'est en nombre de moles. V, attention, le volume doit être en mètres cubes. Ça, c'est le piège aussi. Souvent, les gens laissent ça en litres. Dans cette relation, la relation n'est valable que si le volume est en mètres cubes. Et là encore, 1 mètre cube, c'est 1000 litres, ou 1 litre, c'est 10-3 mètres cubes. Donc des petites conversions. La pression doit être en pascal. Souvent, on utilise les bars dans la vie courante. Un bar, c'est 100 000 pascal, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. Attention, là encore, aux conversions. Et donc, si on arrive à mesurer une pression, connaissant le volume, connaissant les températures, on peut remonter à la quantité de matière. N, c'est P fois V divisé par RT. R, c'est la constante des gaz parfaits. C'est une constante, comme son nom l'indique, et elle vaut 8,31. Voilà, dans les unités du système international. Sinon, on a juste à isoler R si on veut vraiment l'unité de R, l'unité détaillée. Ce sont des pascal mètre cube divisé par des moles Kelvin. Voilà. Donc c'est une relation à connaître par cœur, et grâce au tensiomètre, on mesure la pression, et via cette loi, on peut trouver la quantité de matière du gaz. Voilà, bon courage pour l'étude de cette vidéo. À bientôt.